voulais savoir comment vous avez fait, par exemple, pour vous lancer. Je veux dire, quels sont les prérequis, vraiment le minimum syndical pour pouvoir partir et c'est sans revenir commencer cette vie. Et puis après, voilà, le travail refera les choses. Mais comment vous pouvez payer un loyer sans frais fixes dès le début, ce genre de choses? Est-ce qu'il faut tenter l'impossible ou est-ce qu'il faut prévoir? Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui va répondre à vos questions. Donc on a rassemblé pas mal de questions qui ont été posées par vous, par message vocal, par email, et on voudrait y répondre avec vous aujourd'hui. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul avec le tuteur Sellmachine.fr. Donc aujourd'hui, on va prendre 3 questions qu'on va rapidement mentionner maintenant. Premièrement, est-ce qu'il est encore possible de réussir sur le web? Deuxièmement, comment se lancer en tant que nomade digital? Et troisièmement, comment ouvrir un compte bancaire à l'étranger. La première question nous vient de Loïc qui nous a écrit un email à la suite de notre podcast sur comment gagner de l'argent en ligne qui s'appelait « La vérité vraie qu'elle est véritable ». L'email est assez long, donc je vais vous citer uniquement des petites citations. Donc il explique qu'en nous écoutant, j'ai eu le sentiment que vous étiez très pessimiste sur presque tous les business présentés. Je me suis demandé, mais alors, plus aucun business ne fonctionne. Et après, il mentionne qu'il s'intéresse au blogging, au dropshipping, à l'Amazon FBA, et il se demande si est-ce qu'il faut être découragé ou est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des opportunités. Paul, comment est-ce que tu voudrais répondre à ça pour commencer? À vrai dire, donc j'ai réécouté cet épisode pour vérifier que le son était bon, avoir une deuxième paire d'oreilles. Et effectivement, quand j'ai écouté l'épisode, j'ai un peu ressenti ça, un peu cet aspect démoralisateur. Ce qui fait que du coup, j'ai envoyé une newsletter qui contrebalançait un peu ça, mais la majorité des personnes ne sont pas abonnées à notre newsletter, honte à vous. Et je pense qu'effectivement, en fait, on a dit en gros, si vous suivez la masse et faites les choses comme tout le monde et un peu en pensant que ça sera facile, ça ne marchera pas. Ceci dit, je pense qu'il y a 3 points clés si vous voulez qu'un business qui vous semble classique comme le dropshipping, Amazon FBA, site d'autorité et autres fonctionne. Je pense que la première chose, c'est vraiment de comprendre le business model de fond en comble. Donc, c'est vraiment prendre toutes les informations qu'il y a à prendre là-dessus, pas juste se penser expert après avoir écouté 2 podcasts. Et ça, vous pouvez faire ça les premières semaines. En même temps que vous étudiez aussi, vous devez vous lancer directement. Vous mémoriserez, vous comprendrez beaucoup mieux si vous êtes un peu les mains dans le cambouis. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser d'abord j'étudie, ensuite je passe à l'action. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et le dernier point, je pense qui est le point le plus essentiel, c'est essayer de l'ajouter de la valeur. Donc, ajoutez votre petite variation à ce business model en faisant quelque chose un peu plus original, un peu plus réfléchi, peut-être un peu plus poussé que ce que fait la majorité. Et c'est là où vous pourrez avoir justement des résultats supérieurs à la majorité. Donc voilà, c'est mon plan d'action pour réussir sur un business model classique, conventionnel. Je pense globalement que la chose qu'on voulait vraiment critiquer dans l'épisode, c'est des modèles qui sont largement mis en avant, qui sont les modèles un petit peu, je te donne une recette et il suffit de suivre la recette. Et l'idée qu'à partir du moment où il y a une recette qui fonctionne à tous les coups, cette recette va de plus en plus être concurrentielle et au final les opportunités se ferment. Donc c'est des fenêtres qui sont très courtes. Je pense par exemple au site de niche qui pendant un moment était vraiment une très bonne façon de démarrer, mais au final de plus en plus de gens se sont lancés, des gens ont monté des équipes pour monter leur site de niche et du coup l'opportunité est pas aussi facile. Donc le fait d'avoir des conseils qu'on peut donner à droite à gauche te dédouane pas de devoir réfléchir par toi-même à comment te différencier, apporter de la valeur. Et à un moment, il faut que tu apportes quelque chose de différent. Et effectivement. Mais sur ce point-là, le deuxième truc que je voulais mentionner, c'est que je pense que dans 20 ans, quand on repensera à ce qui se passe en ce moment, les gens se diront « Putain, mais tout était ouvert, quoi. » C'était le Far West. Il y avait énormément d'opportunités qui étaient disponibles, qu'aujourd'hui on ne voit pas forcément, mais qui sont clairement tout autour de nous. Donc, à mon avis, si on a été un peu sombre dans cet épisode, c'est peut-être une maladresse de notre part en termes de ton, où on n'a pas bien pu équilibrer. Et du coup, comment tu fais pour être parmi ces avant-gardistes qui vont voir les business models du futur, quoi? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir toujours un train de retard, et comme la majorité des gens, en fait. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je me dis. Des fois, je me disais, putain, si jamais j'avais été là en 2000, 2005, j'aurais fait des sites d'adsense, je me serais fait plein d'argent.
Mais voilà, j'étais pas là parce que justement, j'avais toujours un train de retard. Bah, je veux dire, t'as été là pile au bon moment pour Amazon Non, FBA. à vrai dire, j'avais plutôt 1 ou 2 ans de retard. C'est-à-dire que dans ceux qui ont commencé à mon époque, ça devenait déjà un peu concurrentiel. J'ai eu la chance de vendre en Europe plutôt qu'aux US, donc en Europe, il y a un peu de retard encore. Mais clairement, si j'étais arrivé 2, 3 ans plus tôt, il y a 2, 3 ans plus tôt, tu pouvais faire un listing Amazon tout pourri, des photos toutes pourries, limite ton listing pas traduit, et 3 reviews, et tu pouvais très bien vendre, quoi. C'était beaucoup plus ouvert. Donc maintenant, c'est 1000 fois pire. Clairement, je suis arrivé à un moment, voilà, moyen. Donc, on va dire que je me suis un peu upgradé parce que quand je suis arrivé sur les sites d'autorité, j'avais déjà 3 ans de retard. Sur les sites FBA, j'avais plutôt 1 an et demi, 2 ans, quoi. Parce qu'avant ça, personne vraiment connaissait. Je sais pas, tu sais quoi, moi je déconseillerais aux gens d'essayer de trouver la nouvelle tendance. Parce que t'as vraiment des gens qui vont pendant des années suivre les nouvelles tendances, se lancer à droite, à gauche, etc. Je pense que Et si tu justement, c'est ça prends mon point, c'est que pour moi, c'est pas les nouvelles tendances, en fait. Ils pensent suivre la nouvelle tendance, mais en fait, c'est ta tendance d'il y a déjà 2, 3 ans. C'est-à-dire, si t'es pas méga connecté avec un réseau d'entrepreneurs, etc., les trucs dont t'entends parler sur les blogs de façon publique, c'est vrai que t'es déjà en retard. Alors, le moment où les gens ont entendu parler de Amazon FBA, ça faisait vraiment 3-4 ans que dans certains réseaux, voilà, les gens étaient à fond dessus. Mais Et se remplissaient les poches. du coup, je sais pas, je suis sceptique de cette idée que il faut trouver la nouvelle tendance et la nouvelle mine d'or et sauter dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux réussir et tu veux créer du contenu, faire un blog, un business model qui est fait et refait et qui est vieux, mais que tu trouves une bonne idée, un truc un peu différent qui apporte de la valeur. Je sais pas si tu veux être le premier Français à créer un blog sur Bitcoin ou voilà, à trouver un truc un peu nouveau, un peu différent. Voilà, même si ton business model, il est vieux, il est ancien, je suis sûr que tu peux faire ton trou, quoi. Enfin, clairement, nous, on a créé notre podcast sur l'entrepreneuriat et le nomadisme digital. C'est clair qu'on n'est pas les premiers à avoir parlé de ce sujet, tu vois. Mais à partir du moment où tu fais un truc qui est un petit peu différent, tu peux trouver ton créneau. Moi, quand j'ai commencé à faire de la pub Facebook, ça existait depuis déjà des années, quoi. J'étais pas le premier à le faire. C'est juste que j'en parlais de façon un petit peu différente, de façon plus analytique. Et donc, en bossant là-dessus, j'ai trouvé, tu vois. C'était pas facile, c'était pas la mine d'or, c'était pas, ça a pas grossi extrêmement vite, mais ça a permis facilement de commencer à monter des revenus là-dessus. Non, globalement, je suis d'accord avec ça. Oui. Voilà, donc je pense que si on nuance un petit peu ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, on est sceptique des formules toutes faites, mais on est assez enthousiaste du fait que si t'es prêt à bosser, à réfléchir, à créer de la valeur, tu trouveras un endroit où commencer. Au moins, tu trouveras une niche écologique au départ pour te développer, pour commencer à monter des revenus. Et par ce biais-là, tu vas pouvoir rencontrer des gens, te faire des connexions, rencontrer du monde et entendre Et parler tu des vas aussi nouvelles développer opportunités. des talents d'entrepreneur. Donc, même si ton entreprise si ton premier truc est un peu conventionnel, ne fonctionne pas exceptionnellement, les compétences que tu as développées, tu pourras les réutiliser par la suite. C'est pour ça que je pense que vraiment, l'idée centrale par rapport à ça aussi, c'est ouais, une mauvaise idée. Enfin, exécuter une mauvaise idée vaut mieux que rien faire du tout. Euh, Sauf si la mauvaise idée inclut d'hypothéquer sa maison. Là, non. Mais dans la majorité des cas où l'argent investi n'est pas très important, ce serait un peu ma vision par rapport à ça. En parlant justement de comment démarrer, on a une question qui se rapproche un petit peu et qui vient de Quentin. On va passer l'extrait audio maintenant. Bonjour, je m'appelle Quentin. Je suis étudiant en alternance, donc du côté de Dijon. J'ai 19 ans, donc je suis tout jeune comparé à vous et surtout à d'autres. Mais je suis assez ambitieux et j'aimerais devenir comme vous, sans faire le fanboy, vraiment avoir ce même mode de vie que nomade, quoi, me lever à n'importe quelle heure, enfin à n'importe quelle heure sans trop abuser, mais je veux dire, en fait, travailler quand j'en ai envie, ne pas dépendre d'un patron, ce genre de choses, quoi. Et je me demandais, enfin, c'est vrai que c'est beau, ça vend du rêve quand même, ce mode de vie, mais c'est beaucoup de travail. Et je voulais savoir comment vous avez fait, par exemple, pour vous lancer. Je veux dire, quels sont les prérequis, vraiment le minimum syndical pour pouvoir partir et c'est sans revenir commencer cette vie. Et puis après, voilà, le travail refera les choses. Mais comment vous pouvez payer un loyer sans frais fixes dès le début, ce genre de choses? Est-ce qu'il faut tenter l'impossible ou est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'il faut être seul ou accompagné? Comment vous faites pour les visas, par exemple? Parce que les visas, c'est un gros problème, en tout cas. Enfin, j'ai l'impression. Parce que on peut ne pas être accepté à l'aéroport. Enfin, vraiment des choses à la con. Des trucs qui vous ont bloqué. Ou des choses que vous conseillerez à une personne d'éviter ou de faire. Même si c'est des trucs de merde, hein, ne pas oublier la brosse à dents, par exemple. Vraiment, des choses à la con auxquelles on ne pense pas du tout. Voilà, bon, il ne me reste plus beaucoup de temps. Bah, merci beaucoup à vous, en tout cas. Ce qui est bien avec Quentin, c'est qu'il
il n'assume pas totalement sa volonté ou sa motivation principale qui est de se lever tard, alors que je trouve que c'est une motivation tout à fait légitime. Notamment, je pense qu'un des plus grands plaisirs d'être nomade digital et d'être indépendant de façon générale, c'est d'avoir pas besoin souvent du réveil, quoi. Alors, il y aura toujours les avions, peut-être les Les avions, rendez-vous ouais. téléphoniques et autres, mais la majorité des gens, enfin, tu vois, quand je réfléchis à tous les matins, quand tu dois aller au lycée, tu te fais réveiller par ton réveil à 6h30, t'as pas envie toi, c'est vraiment, c'est très désagréable et du coup, de temps en temps, je dois utiliser mon réveil, pas pour une raison ou une autre et ça me fait apprécier à chaque fois la chance que j'ai, contrairement à l'immense majorité des Français, de pas avoir de réveil chaque matin. Donc pour moi, c'est une motivation tout à fait légitime. Euh, Clairement. Et il y a l'autre aspect que, enfin, c'est pas parce que tu te lèves 2 heures plus tôt que tu as gagné 2 heures dans ta journée, quoi. Si tu te lèves 2 heures plus tard et tu te couches 2 heures plus tard, c'est kiff-kiff. Mais c'est juste que tu as obtenu cette flexibilité et de pas fractionner ton sommeil. Pendant un moment, j'étais vraiment un geek du sommeil et il y a toute une histoire de cycle de sommeil qui dure à peu près 45 minutes. Et en gros, si ton réveil te réveille au milieu d'un cycle de sommeil, c'est là où tu vas vraiment être groggy pour te réveiller. Donc il faut se réveiller de façon naturelle, te permet aussi de démarrer vachement plus rapidement le matin. Euh, Ce qui a un avantage en termes de productivité, hein. Moi, je peux dire que la différence entre me réveiller avec un réveil ou me réveiller naturellement, c'est que pendant les 2 premières heures, je suis pas un zombie, quoi. Et avec un réveil, en plus, tu as des chances de te réveiller au milieu d'un cauchemar. Je pense que si ça aussi, ça joue beaucoup. Alors que j'ai remarqué, en fait, je suis un peu débile et je me suis rendu compte. En fait, j'ai plus aucun cauchemar. C'est juste parce qu'il n'y a pas le réveil qui vient interrompre. Donc, en fait, je me réveille au moment normal de mon cycle, qui n'est pas celui de sommeil profond. Et effectivement, je pense que ça joue un rôle assez crucial. Effectivement, donc ça c'est un petit élément de qualité de vie. Pour revenir concrètement à sa question, il demande quel est le minimum syndical pour devenir nomade digital. C'est une question autour de laquelle on a déjà tourné, mais qui est importante, surtout pour les gens qui commencent à nous écouter à ces épisodes un peu plus tardifs. Qu'est-ce que tu penses du... Ce que je trouve intéressant Vas-y. aussi, c'est qu'il a rajouté est-ce qu'il faut tenter le tout pour le tout ou est-ce qu'il faut être plutôt mesuré. Euh, et ça, je pense que notamment, il a 19 ans, c'est une question à se poser. Et bah, parlons-en du coup de la question du risque que tu prends. Première chose que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où tu as assez d'argent dans ton compte en banque pour te payer ton billet de retour en Et que tu as France, tes parents qui sont prêts à t'accueillir parce que s'ils décident de te déshériter parce que tu es parti à l'étranger, là, c'est plus problématique. Mais si tu as la chance d'avoir des parents qui sont plutôt compréhensifs et qui. Mon fils est gay, ça va. Par contre, il est parti en Thaïlande, ça putain, passe plus. Ouais, c'est c'est quand même un l'évolution, peu quoi. hard comme famille, hein. En tout cas, cet aspect-là de sécurité te permet de retomber sur tes pattes, de revenir à zéro et de te dire, bon, ok, j'ai raté mon coup, je repars dans une autre direction. Donc là, c'est toujours une sécurité. Et au final, voilà, un billet d'avion, si tu as 600 euros dans ton compte bancaire, En fait, je pense que la seule chose qui aura diminué, c'est ton ego, ouais, quoi. mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas mourir de faim en Thaïlande, sauf si vraiment t'as merdé dans tes comptes, quoi. Mais moi, j'avais un moment où je suis tombé, où j'avais plus l'argent de me payer un billet d'avion. Tu vois, même quand j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais toujours quelques milliers d'euros ou voilà, de marge de manœuvre à ce point-là, ce qui fait que effectivement, tu risques que ton business se pète la gueule, mais tu risques pas toi de façon physique pour ta sécurité personnelle. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus? Je dirais que, vu son âge, je pense qu'il faut plutôt se pencher vers l'option risquée que pas risquée. Alors, ça veut pas dire qu'il faut que tu partes alors que tu n'as aucun revenu et parce que là, tu vas vite te retrouver coincé. Je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer de freelance au plus vite. Voilà, te donner un peu la confiance que tu es capable de générer des revenus et ensuite partir. Mais toi, pour moi, tu n'as pas besoin de partir quand tu gagnes 1 000 € par mois. Si on va dire que tu as un palier de 2-3 mois, effectivement, ton billet d'avion, plus des revenus de 400-500 €, c'est faisable. Après, il faut voir aussi. Je sais qu'il y en a qui sont incapables de ne pas dépenser trop. C'est vrai qu'il faut dire qu'on est tous les deux assez radins. Effectivement, il y en a beaucoup, ils vivaient chez leurs parents, donc il y avait plein de trucs qui étaient couverts. Du coup, toi, ils étaient habitués à manger ce qu'ils voulaient, ainsi de suite. Et je pense que ça peut poser problème parce qu'une fois que tu arrives, faut prendre même si c'est pas, même si le logement est un peu pourri, bah, s'il est moins cher, tu le prends. La bouffe, tu manges pas ce que tu veux. Euh, donc il y a peut-être cet aspect-là, mais si c'est pas un problème pour toi, si tu es capable de te contrôler à ce niveau-là, c'est pas trop un Sachant souci. que vraiment, si tu as besoin de diminuer tes coûts et que tu es sur place en Asie du Sud-Est, les opportunités de vivre Ah, pour tu peux moins aller cher, très tu peux bas. vraiment aller très très bas, quoi. On rappelle que moi, quand je regarde tout à l'heure le salaire moyen au Vietnam, c'est 150 dollars. Donc, tu n'auras jamais les prix, en particulier en termes de loyer, etc. Mais tu vois, tu peux vraiment aller très bas. En Thaïlande, c'est 250.
Donc voilà, tu peux avoir des logements plus pourris, tu peux habiter chez l'habitant, tu peux bouffer que des trucs à 1 euro par jour. Tu as un risque qui est contrôlé de ce côté-là. Après, il faut voir si tu es capable de diminuer ton confort, de diminuer ton ego. Mais encore une fois, tu as toujours le biais de retour. C'est C'est ça. ça qui fait qu'au final, Je veux globalement, dire, pour moi, c'est vraiment tranquille. le joker, quoi. C'est la carte qui te permet de retomber sur tes pattes. La question qu'il pose, c'est sur la question des visas. Donc, le visa, ça peut être un truc assez mystérieux. Au final, c'est assez pragmatique, je pense. Pour la plupart des cas, les informations sont disponibles en ligne. Donc, ça dépend. Il y a une page Wikipédia qui est très bien faite, donc je la mettrai où il y a vraiment la liste de tous les pays avec voilà, est-ce que c'est un visa 30 jours automatique, est-ce que c'est un visa sur arrivée, il faut demander un visa à l'avance. Mais globalement, si ton projet c'est d'aller en Asie du Sud-Est, carrément partout, tu peux juste te pointer à l'aéroport. Seule chose Pas au Vietnam. importante, effectivement, tu l'as précisé là, il faut un billet de retour. Enfin, ça dépend des pays. Si au Vietnam, tu peux te pointer à Ouais, l'aéroport. mais t'as que 15 jours. Ouais, mais après, tu peux étendre ton Et visa. c'est nouveau, ouais, Non. effectivement. Donc après, l'autre élément qu'il faut connaître, c'est le concept des visa run. Le visa run, c'est-à-dire que tu vas sortir du pays et tu vas rentrer directement dans le pays, ce qui te permet de renouveler un visa, ce qui est particulièrement utile en Thaïlande. Maintenant, de plus en plus au Vietnam, on a besoin de le faire. Mais voilà, tu prends un bus aller-retour ou tu prends un vol et ça te permet de renouveler ton visa et de pouvoir vivre avec un visa touriste, puisqu'à partir du moment où tu n'es pas employé dans un pays, tu es considéré comme un touriste, ce qui facilite largement ta prise de visa. Donc là-dessus, les informations sont assez disponibles en ligne. Tu as l'avantage d'avoir un passeport français qui est très généreux en termes de ce que tu peux avoir comme visa, soit à l'arrivée, soit voilà, pour les renouveler. Pour te donner une idée, ton visa au Vietnam de 3 mois va te coûter environ $75 pour 3 mois. Donc c'est loin d'être une dépense qui fait un trou dans ton budget. Et sa dernière question, c'était s'il oubliait sa brosse à dents. Ouais. Alors je dirais que c'est pas la brosse à dents, c'est pas le pire, tu vois. Parce que Parce que brosse à dents, tu peux l'acheter pour 1 euro on là-bas. rappelle que tous les produits de nécessité sont disponibles sur place. Ouais, c'est ça. C'est pas, ouais, ils ont des supermarchés, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais après, ce qui peut être plus gênant, c'est les trucs qui plus cher à remplacer, par exemple chargeur. Ordinateur, faut éviter de l'oublier, c'est important. Euh, mais globalement, je pense que j'ai pas trop de conseils à ce niveau-là parce que j'ai tendance à me préparer toujours au dernier moment. Mais jusqu'ici, j'ai été chanceux. Encore une fois, enfin, l'immense majorité des trucs, tu pourrais les racheter là-bas. Donc, vraiment, fais-toi peut-être la liste des 5 trucs les plus importants qu'il faut absolument que tu n'oublies pas. Et ça ira, il n'y aura pas de Moi, problème. j'ai 2 choses à donner là-dessus. Premièrement, si tu as une carte bleue française et que tu pars à l'étranger, il est utile de prévenir ta banque avant de partir, ou en tout cas d'avoir le numéro sur toi, parce que bien souvent, quand tu vas commencer à faire des retraits à l'étranger, il va y avoir un système de blocage de fraude qui va arriver, et quand tu débarques dans un pays et que tout d'un coup ta carte bancaire se retrouve bloquée, et que tu es comme un con au distributeur en disant putain j'ai plus de thunes, comment je fais, comment je me démerde, et qu'il faut que tu t'appelles le centre d'appel à la con de ta carte bancaire. Voilà, c'est une situation moi, dans laquelle je me suis souvent retrouvé, parce qu'en général je ne suis pas ce conseil, je ne préviens pas ma banque, mais voilà, je connais le numéro à appeler. Moi, je préviens ma banque et j'ai le même problème en fait. C'est des systèmes automatiques anti-fraude, notamment aux Mais bon, Philippines. C'est voilà. vrai. En tout cas, ça peut être important de savoir ce petit élément-là que très souvent, tu vas avoir dès que tu fais un gros retrait dans un distributeur, tu vas avoir un problème là-dessus, de le savoir que normalement, si tu les appelles, ta banque, ils peuvent te débloquer la carte assez rapidement. Ils sont plutôt efficaces là-dessus. Enfin, moi, j'ai toujours appelé le service de carte bancaire et j'ai toujours une réponse, même s'il y avait le décalage horaire, etc. Donc, j'ai jamais été coincé sans argent. Le deuxième élément, c'est d'avoir des dollars. Moi, les dollars, j'en ai toujours, en particulier parce que quand tu arrives au Vietnam, c'est une particularité, tu as besoin de payer ton visa en cash et en dollars. Sinon, ils t'arnaquent complètement sur le taux de change. Donc, j'ai toujours des dollars avec moi. Mais globalement, avoir, voilà, je sais pas, quelques centaines de dollars sur toi, c'est une sécurité énorme. Ou dans le cas où, je sais pas, tu perds ta carte bancaire, tu perds tout ton argent. Si tu as encore des dollars qui sont planqués quelque part, voilà, dans ton sac ou quelque part, tu peux aller au change et te récupérer quelque chose. Et donc, tu seras pas complètement à court de thunes. Sinon, tu peux te retrouver dans une situation où tu as besoin de faire un Western Union, ça peut devenir assez compliqué. Mais moi, j'ai toujours voilà, un backup de cash en dollars américains qui permet, à mon avis, dans la plupart des pays, même ils accepteraient les dollars si tu voulais payer directement un dollar dans un marchand. Ou en tout cas, tu pourras facilement l'échanger. Et j'ai pas souvent eu l'occasion de m'en servir, mais encore une fois, si tu as un peu d'anxiété, ça peut être une sécurité supplémentaire. Non, tout à fait d'accord. Et le dollar, c'est. De manière générale, dans les pays, c'est pas seulement pour échanger, mais tu peux aussi souvent l'utiliser, notamment au Vietnam ou au Cambodge, c'est assez facile d'utiliser directement. Philippines aussi, Thaïlande, peut-être c'est l'exception. Mais voilà, si jamais tu as besoin de te nourrir carrément, tu auras tes dollars.
Un autre exemple, c'est que je paye ici la caution de mon appart en dollars. Donc je paye mon loyer en dong vietnamien. Mais le truc, c'est que quand je me casse du pays, j'ai pas envie que les mecs me rendent 8 millions de dong. Ce qui m'est déjà arrivé une fois, ça me saoule parce qu'après il faut les rechanger. Donc du coup, je leur file des dollars pour faire la caution. Ils l'acceptent, voilà, Rubition, ils s'en foutent, ça leur va très bien. D'ailleurs, tous les loyers ici que tu peux voir pour des appartes un peu sympas sont souvent cités en dollars. Donc ils l'acceptent très bien. Donc voilà, c'est aussi pas mal si tu veux éviter de te récupérer une masse d'argent vietnamien au moment où tu sors du pays. Voilà, donc les dollars, grosso modo, tu mets ça dans ton sac, tu gardes ça dans un endroit différent de ton porte-monnaie. Au cas où tu te fais avoir là-dessus, tu perds ta carte, tu perds ton argent, tu as une sécurité. Globalement, je te conseille d'aller écouter notre épisode sur l'Asie du Sud-Est, comment ne pas mourir en Asie du Sud-Est, qui a pas mal d'anecdotes sur ces idées-là et qui mentionne aussi d'autres idées sur les éléments pratiques. J'ai une anecdote, elle est pas géniale, mais elle est vraiment très liée à ce que tu viens de dire. Justement, que tu as dit que la monnaie vietnamienne, c'était le dong. Moi, quand je suis arrivé au Vietnam, j'ai vu VND. Et en fait, je pensais que ça voulait dire Vietnamese dollar. Et du coup, je vais auprès de la fille pour échanger de l'argent. Et je fais Yes, I want this amount of Vietnamese dollar. Et, et du coup, elle me fait Vietnamese money ou dollar money. Je fais Yes, yes. Et en fait, elle comprenait pas ce que je voulais. Donc, on a fini par se comprendre en fait en se montrant tu sais, les billets. Moi, j'ai ça, moi, je veux ça. Et on s'est compris. Pour le coup, je suis beaucoup plus fautif qu'elle, donc c'était plus à mes dépens cette anecdote qu'autre chose. Mais après, il faut savoir que les Américains qui débarquent au Vietnam pour la première fois sont aussi très friands des jeux de mots sur la base du dong. Je laisserai les auditeurs en tirer leurs conclusions. Sur ce, je te propose qu'on passe sur la troisième et dernière question qui porte sur la question du compte en banque à l'étranger. On envoie l'extrait audio maintenant. Bonjour les gars. Premièrement, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre podcast. Ça a vraiment été super enrichissant pour moi et inspirant surtout, au point que je réfléchis à sauter le pas pour créer un business à travers Amazon. Donc j'ai deux questions à vous poser. Déjà, qu'est-ce que vous pensez pour chercher les niches du logiciel qui s'appelle Jungle Scout? Donc j'hésite à prendre une licence, j'ai regardé pas mal de tutoriels, je trouve ça pas mal. Après, est-ce que vous pensez que c'est utile ou bien on peut faire par soi-même en faisant ses recherches tout seul? Et le deuxième point, donc si je devais partir en Asie, je pense donc à créer un compte quelque part. Il n'y a pas eu vraiment le sujet d'aborder clairement sur les podcasts. J'ai essayé de faire des recherches. Je trouve pas vraiment un contenu sérieux pour dire comment on peut créer un compte bancaire, je sais pas, à Hong Kong ou les îles Vierges britanniques ou quelque chose, un endroit sans taxe, pour pouvoir exercer notre business, sachant que nous nous sommes plus reliés à un pays directement, donc je pense qu'on s'y prête bien à ce type de compte offshore, et il n'y a pas vraiment de documentation là-dessus pour les nomades digitaux. Voilà, merci à vous, à très bientôt. C'est intéressant cette question parce qu'elle mélange pas mal de trucs, je pense. En clair, là, j'ai l'impression que c'est pour une entreprise, pour éviter de payer des taxes sur cette entreprise. Il faut avoir une entreprise à l'étranger aussi. C'est-à-dire que si tu as une entreprise française et que tu as un compte en banque à l'étranger, ça ne fonctionne pas. C'est pas ça qui est valable. Ouais, parce que tu paieras tout autant d'impôts sur la base de ce que tu essaies de retirer. Ouais, Quoi. tu pourras essayer de mieux cacher ce qu'il y a de l'argent qui passe, mais c'est pas le but, quoi. Donc, il faut une entreprise à l'étranger et un compte à l'étranger. Pour être vraiment safe à ce niveau-là, mieux vaut carrément résider à l'étranger. Parce que c'est forcément, les lois fiscales, me prenez pas comme témoin et voilà, je suis pas une autorité en la matière. Les lois fiscales je pense que dès qu'on arrive sur ces questions de fiscalité, de compte en banque, etc., il est effectivement important de prendre tout ce qu'on dit avec un grain de sel, parce que nous ne sommes pas experts du tout là-dessus. On partage juste avec vous là, des indicateurs qui nous semblent pertinents. Mais ouais, généralement, les lois fiscales sont compliquées, elles changent beaucoup, elles sont un peu sujettes à interprétation. Par exemple, il y a au niveau de la France, pour ce qui est de la résidence fiscale, il y a la mention, en gros, est-ce que la personne a un intérêt particulier dans ce pays, ou un intérêt conséquent, je ne sais plus c'est quoi la formulation exacte. Et en fait, ça veut un peu tout dire et n'importe quoi. Donc à ce titre-là, si vous voulez rester résident français, ouvrir une entreprise, par exemple à Hong Kong avec un compte en banque à Hong Kong, faudra annoncer au fisc que vous avez ce compte en banque. Après, ça ne veut pas dire que vous paierez des impôts là-dessus tant que l'argent reste à Hong Kong. Mais il faudra annoncer que vous avez ce compte en banque, ce qui est assez logique parce que
c'est une méthode assez commune de fraude fiscale. Euh, Après, donc, si jamais vous vivez pas en France, là, c'est tout autre chose, quoi. L'autre chose qui est en fait, j'arrivais pas à savoir si son compte en banque, c'était pour une entreprise ou un particulier, enfin, pour personnel. Si c'est personnel, En général, tu as besoin des deux. c'est assez intéressant parce que, alors, généralement, la plupart la- ça dépend des pays. Philippines, par exemple, c'est très facile d'ouvrir un compte en banque personnel si t'es étranger. Même si t'es là pour un mois, c'est pas un problème. Thaïlande, moi, ce que j'ai fait pour ouvrir un compte en banque à l'étranger, c'est que j'ai menti carrément. Attention, mensonge. Et en fait, j'ai dit que je voulais acheter un appart ici, et du coup, ils m'ont ouvert un compte en banque en Thaïlande, auprès de Bangkok Bank. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, faut demander. L'avantage, c'est faut demander peut-être aux autres expats qui sont là depuis plus longtemps. Voilà, quelles sont les banques qui ouvrent facilement pour les étrangers. Quelles raisons il faut donner pour. Toi, tu peux dire aussi, je compte m'installer en Thaïlande. Ça peut être faux, mais bon, ils peuvent pas le savoir si tu comptes t'installer ou pas. Euh, le principal avantage du compte en banque à l'étranger, c'est tout simplement que vous n'avez plus aucun frais sur vos retraits bancaires le plus souvent. Vous n'avez pas de risque que votre compte soit bloqué, contrairement à la France, justement, avec son appareil, pas le compte, mais la carte. Et aussi, si vous avez une forme de business là-bas, c'est peut-être plus simple. Ce sera un peu toutes les raisons que je trouverai à ça. Il y a aussi une question de. Euh, Justement, si vous changez de résidence fiscale, c'est plus intéressant de. C'est un peu étrange de garder un compte en banque français à l'étranger. Pardon, de garder un compte en banque français en France. On sent que je commence à fatiguer. Et transitionner sur un compte en banque dans le pays dans lequel vous résidez, c'est plus clean, quoi. Ouais. Voilà, c'est à peu près toutes les raisons auxquelles je peux penser. Effectivement. Donc, en résumé, tout dépend des pays. Renseignez-vous auprès des expats locaux. En général, c'est tout à fait possible d'ouvrir un compte en banque dans un pays. Et si vous y résidez, c'est très pratique, en particulier vous allez économiser sur les frais de retrait. Voilà, sans trop rentrer dans les conseils trop fiscaux ou trop légaux, c'est ce qu'on peut dire sur ce sujet. Sur ce, on arrive à notre section Lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Moi, ce que je recommande, c'est un site qui s'appelle Next Episode. Donc, je vous mettrai le lien dans l'article qui correspond au podcast. Qui, en fait, vous pouvez ajouter toutes les séries télé que vous regardez. Et en gros, vous allez sur ce site et vous voyez quoi vont être diffusées, ainsi de suite. Si vous êtes un gros consommateur de séries télé comme moi, je pense que je dois suivre une vingtaine de séries télé. C'est vraiment immonde. Je dois y passer honnêtement 1h30 par jour en moyenne. C'est très, très conséquent. Et du coup, voilà, je suis au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode est sorti. Euh, et voilà, ça évite de jongler ou d'aller chercher à droite, à gauche. Je le recommande. Le site paraît pas très bien, mais il est très clair. C'est en gros, vous arrivez sur la page d'accueil, il vous dit hier, il y a cet épisode qui est sorti. Demain, il y aura cet épisode. Dans la semaine qui arrive, il y aura ces épisodes. C'est vraiment très clair. Et tu peux donner l'URL si tu la connais, parce que quand tu tapes Next Episode sur Google, tu tombes sur une chanson de Dr. Dre, feature Snoop Dogg. Next-épisode.net. Ok, top. Et je n'ai pas de lien d'affiliation. Je l'admets. T'as pas point d'interrogation AF égale avec un chiffre derrière. Donc, moi, j'ai une autre recommandation un peu pratique que j'ai pas mentionné tout à l'heure sur comment débuter en tant que nomade digital. Mais il y a un équivalent d'Uber qui est très populaire en Asie qui s'appelle Grab. GRAB, qui est une application qui fait un peu toutes les histoires d'Uber. Donc vous avez un Grab Taxi, vous pouvez même faire Grab Bike, donc quelqu'un vient vous chercher en moto, ce qui est très pratique quand vous êtes en Asie. Donc voilà, c'est un petit conseil pratique, tout le monde ne le connaît pas forcément avant d'arriver, mais c'est moins cher qu'Uber, il y a beaucoup de conducteurs dessus, donc vous allez très facilement pouvoir trouver quelqu'un pour vous prendre. Ça permet quand vous débarquez quelque part, que vous êtes un peu paumé, de vous démerder avec ça. C'est le même concept, c'est-à-dire que ça fonctionne sur un système de GPS, etc. Donc vous n'avez pas peur de vous faire arnaquer ou de devoir négocier les tarifs. Donc ça facilite un petit peu ce petit élément pratique de débarquer dans un pays qu'on ne connaît pas bien et où on est un peu paumé. Je dis, il y a un petit bémol à Grab Moto. Moi, la seule fois que j'ai fait ça, le mec, il n'avait pas de truc pour tenir son téléphone. Et en fait, il le tenait d'une main et conduisait de l'autre, en suivant le GPS. Ce que je trouvais un peu hasardeux, quoi. J'étais pas très confiant dans la sécurité de ce trajet. Globalement, les mototaxis que tu peux trouver en Asie, c'est vrai, ne sont pas totalement pointilleux sur les trucs de sécurité. Moi, j'en avais un aussi une fois qui a passé des appels pendant tout le temps où j'étais avec lui.
Donc voilà, il fallait fermer les yeux. Moi, je vais avouer un truc, c'est que ça me fait vachement flipper d'être à l'arrière d'une moto. Conduire, ça me pose C'est très aucun différent. problème, mais être à l'arrière, justement, j'ai l'impression de pas contrôler la destinée, tu vois. Et je me dis, putain, si j'ai un accident, je voudrais au moins conduire, tu vois, que je meure, mais en ayant les mains sur le guidon. Et du coup, être derrière, ça me fait flipper. Et je me suis aperçu que quand j'étais derrière dans une moto, je pouvais pas quitter des yeux la route. Et si je regarde à droite à gauche, j'ai l'impression de pas regarder là où je vais. Alors que, t'as aucun contrôle, donc ça n'a aucun sens. J'imagine le peu de contrôle que t'as, c'est dire un camion, et puis après, c'est fini de toute façon. C'est ça. Tu sais, tu peux contracter tes muscles avant l'impact, quoi. C'est ça. Brace for impact. Ouais. Ce qui, je pense, est une très mauvaise idée. Au contraire, si tu peux te détendre pour l'impact, tu t'en tireras mieux. Je crois. C'est ce que j'ai entendu dire des gens qui ont eu des accidents d'avion. Mais après, oui, c'est ridicule. Alors, pour un avion, encore, ça peut passer, mais tu vois, un accident de moto, t'as pas le temps. Allez, zénitude, petite méditation, je me détends. Tous les muscles relâchés, je pense pas que ça passerait. Mais par contre, pour l'avion, je le note. Si jamais on commence à se crasher en avion. Ouais. Détends C'est tes aussi, c'est pour ça que vous venez le podcast Nomad Digital, les conseils ultra pratiques sur comment ne pas mourir dans un crash d'avion, quoi. Effectivement. Je vous remercierai plus tard. J'avoue que si quelqu'un a un crash d'avion dans notre auditorat et qui survit, on pourra prendre le crédit à vie, quoi. Je pense plus jamais on a besoin de bosser, c'est fini. Et surtout, laissez-nous un message audio, quoi. Là pour le coup, vous nous le devez. Sur ce, on se quitte. Vous avez entendu dans cet épisode quelques messages audio. Bien sûr, on a toujours une ligne ouverte pour nous laisser des messages qu'on passe pas tous dans l'émission, mais si vous avez envie de nous faire un petit coucou, nous poser une question, nous faire un retour, on les écoute tous et on répond à tout le monde. Donc vous pouvez nous retrouver sur le site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Vous trouverez un lien dans le menu qui s'appelle Poser une question. N'oubliez pas, si vous appréciez le podcast semaine après semaine, de nous laisser une petite évaluation sur iTunes, sur la plateforme de podcast de votre choix. Ça aide beaucoup et ça fait très plaisir si vous accompagnez votre évaluation d'un petit commentaire pour nous raconter ce qu'on vous a apporté, où est-ce que vous nous écoutez, ce que vous avez mangé ce midi, voilà, quoi que ce soit. Si vous avez eu un accident d'avion, on voudra bien un message vocal et un petit commentaire et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et idéalement, bientôt l'accident d'avion, parce que si c'est dans 3 mois, forcément, ça sera. Il y aura moins cet effet. Bref, à la semaine prochaine.